À votre bon cœur, monsieur, dame. En période de fête, c'est encore plus intense. Nous sommes inondés par les demandes de dons. Dans la rue, sur Internet, dans nos boîtes aux lettres, des dizaines d'organisations sollicitent un geste du public pour exister. Avec parfois un petit cadeau qui agace ou qui conduit à un peu plus de générosité. Oui, un cadeau, c'est un cadeau. On n'est pas obligé de faire un don ou de faire autre chose. Donc on peut le garder. On a la liberté de faire ce qu'on veut. Martina Ziguerer dirige la ZEVO, une fondation qui, depuis 1936, certifie la fiabilité des organisations qui, en Suisse, collectent des dons. Les organisations qui souhaitent notre label de qualité doivent se soumettre à un processus d'évaluation. Nous analysons les frais de l'organisation et on regarde aussi les contrats, les procès-verbaux, les statuts, les règlements, les appels pour les dons et tout cela. Selon la ZEVO, la générosité des Suissesses et des Suisses ne se tarit pas. L'an dernier, 80% des ménages ont donné 360 francs en moyenne aux différentes œuvres caritatives. En 2021, elles ont moissonné plus de 2 milliards de francs. Il y a un peu moins de gens qui donnent, mais ceux qui donnent un peu de plus. Les organisations estampillées ZEVO consacrent en moyenne 81% de leurs revenus à la cause qu'elles défendent, 12% couvrent les frais administratifs et 7% les coûts liés à la recherche de dons. Et parmi les nouveaux canaux de récolte de ces dons, les plateformes de financement participatif, exemple avec un projet du Centre social protestant. Le choc qui fait du bien. Sur du CSP, aidez-nous à aider les gens. Bonjour. Mi-novembre, le CSP Vaud organise sa vente annuelle de chocolat. L'occasion de collecter quelques sous, mais pas seulement. Est-ce que vous connaissez le CSP Vaud? L'objectif, c'est aussi d'informer la population et d'être dans les rues présents. Donc à Lausanne, ce sont surtout des professionnels du CSP Vaud qui fournissent des informations de première main. C'est vrai qu'on ne fait rien signer, on ne prend pas de nom. Simplement, on vend du chocolat à 5 francs. C'est sympa et c'est bon enfant. Les actions du CSP. Le CSP Vaud vit de subventions cantonales, de l'activité de ses magasins de seconde main, les Galta, et pour moitié de la générosité de ses donateurs. Cet automne, le Centre social protestant vaudois a inauguré une nouvelle forme de recherche de fonds, le financement participatif, le crowdfunding en mauvais français. L'objectif, financer en partie l'ouverture d'un nouveau Galta, une boutique de vêtements de deuxième main à Renan. C'est la première fois qu'on a fait appel à un tel outil, mais on pense que c'est vraiment une bonne manière aussi d'atteindre un nouveau public, des jeunes peut-être, qui ne connaissent pas les Galta par ailleurs. Donc c'est une bonne manière pour nous de faire connaître nos activités. Ces Galta, ils nous permettent de contribuer au financement de nos activités sociales et juridiques gratuites que nous offrons à la population. Le CSP a utilisé la plateforme WeMakeIt pour lancer ce financement participatif. Créé à Zurich il y a 10 ans, WeMakeIt est devenue la 4e plus grande plateforme européenne de crowdfunding. Les initiateurs d'un projet fixent un objectif financier et un délai pour l'atteindre. Les objectifs financiers, c'était d'atteindre 10 000 francs. Donc on les a atteints la veille de la date de fin. Et il faut enlever à peu près 10% des frais de commission, plus encore à peu près 200 francs de publicité sur les réseaux sociaux pour attirer les gens sur le crowdfunding. Donc ça fait un apport réel de 8 980 francs pour le Galta de Renan. En fait, c'est assez simple. Chacun va ouvrir une page de projet sur WeMakeIt et on va préparer quelques éléments de contenu. Ça veut dire des textes, des vidéos qui expliquent pourquoi on a besoin de l'argent, combien de l'argent on a besoin et combien de jours le projet sera en ligne. Et après, on va faire cette collection de financement ensemble. À ce jour, WeMakeIt a récolté plus de 90 millions de francs pour financer un peu plus de 6 000 projets. Des projets aussi bien environnementaux, culturels, sociaux que caritatifs.
On contrôle de quoi il s'agit, on contrôle si les personnes sont visibles, s'il explique quelque chose qui respecte notre directive. Et sinon, s'il y a quelque chose qui est contre la loi, par exemple, on va refuser. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de contraintes. On a eu le droit à quelques conseils aussi, des conseils notamment sur les types de contreparties, mais aussi ils se sont assurés qu'il y ait des contreparties pour toutes les bourses. Ils nous font aussi quelques conseils sur les photos, pas trop d'objets, pas trop de produits, mais plus montrer les humains qui sont derrière. Pour récolter des dons, We Make It sollicite d'abord le cercle proche des initiateurs d'un projet. Ça, c'est vraiment le cas. On parle du famille, du fans, du friends, qui sont le premier cercle qui va soutenir le projet. Et après, c'est l'effet du crowdfunding. Une fois que ce groupe a soutenu les 50 ou 70% du projet, les autres, le crowd, va soutenir le projet aussi. Si le projet n'atteint pas son objectif dans un temps donné, les donateurs sont intégralement remboursés et We Make It ne touche aucune commission. Si un projet aboutit, on prend 10% pour payer notre frais. Ça, c'est une partie cette rémunération fait partie du montant de l'argent du projet. Si on n'aboutit pas à la somme qui était prévue, qu'est-ce qui se passe ? En fait, We Make It ne gagne rien dans ce cas, donc on est très intéressé d'accompagner tous les projets pour qu'ils puissent atteindre leur but. Cela dit, We Make It se finance aussi en vendant des paquets payants de promotions supplémentaires. 475 francs pour mieux se faire connaître, 975 francs pour se faire méga connaître, ou 2750 francs pour devenir ultra célèbre dans la communauté We Make It. Une fois que la campagne est terminée sur We Make It, notre travail s'est fait et c'est la responsabilité de l'initiateur après. Les particuliers qui financent un projet reçoivent souvent une contrepartie à leur contribution. Cela fait partie des recommandations de We Make It. J'ai participé aussi au crowdfunding donc pour cette boutique. Et en contrepartie, la boutique me remercie en me fournissant un bon pour acheter un article chez eux. Donc je trouve que c'est super, c'est donnant-donnant. Ça, c'est exactement la différence de faire des dons ou de soutenir un crowdfunding. Parce que faire des dons, tu donnes l'argent et ciao. Et crowdfunding, tu échanges quelque chose. Tu reçois une récompense. Le CSP Vaud s'est montré satisfait de cette première expérience et envisage de répéter l'opération. Bonsoir Valérie Gorin. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice des programmes du Centre d'études humanitaires de l'Université de Genève. Alors, dans cet océan de belles causes qu'il faudrait soutenir, comment est-ce qu'on fait pour donner son argent de la manière la plus utile et la plus efficace possible ? Alors, ça va dépendre un petit peu des valeurs et des motivations de chacun. Il y a des personnes qui choisissent de donner une certaine somme fixe par rapport à des projets qu'elles ont l'habitude de soutenir, et puis d'autres personnes qui vont y aller de manière un petit peu plus impulsive. Donc, ça dépend. Il n'y a pas de montant en fait exact à donner. Il n'y a pas de minimum, par exemple, pour donner, pour que ce soit utile et efficace. Alors, ça va dépendre de la taille de l'organisation. Une organisation toute petite avec 25 francs, elle peut par exemple faire beaucoup de choses. Une organisation gigantesque, 50 francs, c'est une goutte d'eau dans un océan. Ce qui est important, je dirais, pour le donateur, c'est de voir un petit peu, avec une échelle de prix, une échelle comparative, pour une certaine somme, qu'est-ce que cette organisation peut faire avec cette somme-là. Donc c'est d'ailleurs souvent proposé aux donateurs, si on va directement sur le site, il y a une échelle de prix avec une équivalence, par exemple, pour 25 francs, vous pouvez payer X repas pour cette famille dans tel pays. Donc comme ça, on comprend bien concrètement à quoi va être utilisé notre argent, effectivement. Alors évidemment, il y a des très grandes organisations, connues, bien établies, et puis il y a aussi énormément de petites structures auxquelles parfois on a envie de contribuer. Comment est-ce qu'on fait pour savoir si celles-ci sont sérieuses ?
Alors, je dirais qu'il y a à peu près 3 aspects. D'abord, voir si cette organisation a un peu pignon sur rue, a une existence officielle. Donc, par exemple, ça peut passer justement par le site Internet qui va permettre de vérifier d'abord le mandat, la mission de cette organisation, ses activités, également éventuellement ses valeurs, est-ce qu'elle a une charte éthique, et puis surtout un organigramme. Qui travaille, est-ce qu'il y a un conseil, par exemple, de fondation, qui sont ses membres, ce qui permet de donner une existence un petit peu plus officielle. En deuxième partie, il y a le rapport d'activité. Ça, c'est absolument nécessaire, fondamental. Ça permet justement de savoir ce que fait l'organisation et surtout comment elle attribue l'argent, quel pourcentage des dons vont pour quelle activité. Donc, c'est un petit peu une pratique de transparence qui est nécessaire pour le donateur, qui a aussi des droits et qui a donc le droit de savoir, par exemple, en retour où sont allés les dons. Et puis, peut-être une dernière chose qui peut exister, c'est par exemple pour des petites associations de savoir que souvent, elles ne reçoivent pas forcément l'aide internationale ou elles ne font pas forcément partie des mécanismes de financement de l'aide internationale, donc elles survivent avec beaucoup moins de moyens, elles sont moins visibles. Donc on peut aussi aller plus volontiers vers ce type d'organisations qui sont aussi plus locales, qui répondent des fois un petit peu plus aux besoins directement au cœur des populations affectées. Donc toujours très important de bien se renseigner et finalement quand on veut travailler avec des organisations plus petites et moins reconnues. Merci beaucoup Valérie Gorin. On poursuit la discussion dans quelques instants, mais d'abord on se rend dans les rues de Lausanne à la rencontre de ces jeunes qui nous alpaguent pour nous demander de financer toutes sortes d'organisations de bienfaisance. Pas facile d'accrocher les gens qui passent, même quand on défend une noble cause. Il n'y a pas de recette miracle pour convaincre les gens dans la rue. Par contre, ce qui est important vraiment, c'est l'image qu'on donne, la positivité, le message qu'on transmet et la façon dont on aborde les passants. Ça, c'est très important. Dans tous les cas, bien sûr, le refus fait partie de notre quotidien. Ça, c'est une évidence. Par contre, la combativité, la motivation de défendre des organisations va être la clé pour la réussite en fait, de notre travail. Qu'est-ce qui a fait que vous vous arrêtiez ? Franchement, je me suis arrêtée par politesse. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se prennent... il n'y a pas beaucoup de gens qui s'arrêtent pour les associations, en général. Et puis, c'est toujours intéressant aussi de savoir un peu ce que c'est. Et est-ce que vous étiez tenté peut-être de faire un don ou Non, j'ai pas les moyens du coup pour l'instant, donc voilà. On les appelle des dialogueuses ou des dialogueurs. On les trouve sur les places publiques ou dans les halls de gare. Ils portent les logos de différentes organisations caritatives, mais ils n'en sont pas membres. Ce sont avant tout des professionnels du contact direct, des pros de la collecte de dons, spécifiquement engagés pour ça par Coris, une entreprise spécialisée dans la recherche de fonds. Plus on professionnalise la recherche de fonds, plus au final elle est efficace. Et ça s'est développé durant toutes ces dernières années, ça c'est important. La digitalisation, les innovations dans la recherche de fonds transforment en fait la recherche de fonds en un marché qui est de plus en plus efficace. Ce jour-là, sur la place de la Riponne à Lausanne, les dialogueuses et dialogueurs de Coris recrutent des donateurs pour Solidar, une œuvre d'entraide qui lutte contre l'inégalité et l'injustice à travers le monde. Solidar est client de Coris depuis 10 ans. Disons que c'est un canal qui nous permet de toucher les gens d'une manière très différente. Donc on peut avoir un échange direct dans la rue, ce qui n'est pas forcément le cas avec les outils digitaux qu'on a actuellement. Et ça veut dire que c'est l'opportunité de pouvoir vraiment présenter les thèmes, de pouvoir répondre aux questions que les gens pourraient avoir et de pouvoir sensibiliser à nos thématiques auprès des passants et des passantes. Ça, 194. Et la deuxième partie, générosité. Tu es libre de donner le montant que tu veux à l'intervalle que tu veux. D'accord ? Ok, ça marche. Sachant qu'en gros, les étudiants comme toi et moi, nous donnent à peu près 20 francs mensuels. Est-ce que ça joue pour toi ? Pour moi, ça devrait aller. De ce qu'il m'a expliqué et de ce que je vois, ça a l'air d'être vraiment un vrai truc en fait. C'est pas, c'est un truc qui vraiment touche n'importe qui là-bas en fait. Et ça peut vraiment aider les gens. Moi, je suis prêt à croire ça. Enfin, je vois pas pourquoi on me mentirait sur ça. Ça va être un vrai truc en fait. Donc vous êtes prêt à faire un don ? Et pendant presque un mois. Le service qu'offre Coris est facturé à un coût non négligeable. Leur tarif englobe une prestation complète qui comprend non seulement les démarches administratives pour occuper les places publiques, mais aussi le recrutement, la formation, le matériel et la rémunération des dialogueurs. Nous avons un forfait par jour qui est de 850 francs par dialogueur. Donc ça, c'est le forfait pour les organisations maximum. Et en fait, l'organisation, tout simplement, c'est indépendant des résultats des dialogueurs. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'en moyenne, par année, ça va nous rapporter plus ou moins 1 million de francs de dons. C'est un investissement qui est important parce qu'il est vraiment durable, il est sur le long terme. Solidar consacre 7% de son budget aux collectes de dons. Selon les années, le prix d'une campagne peut atteindre des centaines de milliers de francs
pour s'offrir les services d'une entreprise comme Coris. Cela dit, ces campagnes rapportent aussi 2 à 8 fois ce qu'elles coûtent. Vous connaissiez déjà Solidaire? Non, pas du tout, justement. Et puis alors, il m'a très bien expliqué. Et puis, je pense que le sujet, enfin le contexte fait que je suis assez curieuse de voir ce qu'on peut faire à notre petit niveau. Vous n'avez pas encore pris de décision, Non. s'il y a un don ou pas, Voilà. à voir comment vous allez faire. Alors moi, ce que j'aime pas, c'est quand on nous harcèle. Par contre, d'avoir le temps de lire, de se renseigner, de faire la démarche tranquillement, sans être dans l'urgence. Valérie Gorin, vous êtes toujours avec nous, spécialiste de l'humanitaire, on le rappelle. Une entreprise privée comme ça, qui gagne de l'argent en récoltant des dons pour le compte de bonnes œuvres, est-ce que c'est défendable ? Alors oui, dans la mesure où récolter des dons, c'est aussi une profession, ça nécessite une certaine démarche dont les organisations caritatives n'ont pas forcément le temps, l'investissement en termes de moyens, de ressources, de personnes. Donc c'est justifiable aussi pour mettre un certain cadre, et le fait de payer par exemple les personnes, les dialogueurs, c'est une manière aussi de protéger justement les donateurs d'un certain harcèlement, de certaines contraintes qui peuvent être faites. Donc c'est un moyen nécessaire, en tout cas ça fait partie des stratégies de levée de fonds qui permettent par exemple d'aller à la rencontre du public. On entendait dans le reportage le fait que les gens ont pu apprendre des choses, ont pu approfondir, puisque dans le mot dialogueur, il y a le mot dialogue, il y a la possibilité justement d'avoir une interaction avec des personnes qui représentent, qui sont mandatées pour représenter une organisation qui peut, à travers ces dialogueurs, expliquer de manière plus, on va dire, posée, justifiée, ses activités. Stratégie efficace, vous me le disiez aussi au téléphone en préparant cette émission, que d'être dans la rue parce qu'il y a le regard des autres. Oui, alors ça, c'est vraiment une forme de pression sociale qui peut exister justement sur le donateur. C'est ce qu'on appelle la désirabilité sociale. C'est le fait de vouloir être perçu comme quelqu'un de bien, comme quelqu'un qui fait le bien. Et puis là, on a aussi une interaction verbale. Donc c'est des fois un petit peu plus difficile d'opposer un non à la personne puisqu'on ne veut pas être perçu comme quelqu'un qui ne veut pas donner, qui n'adhère pas à la cause. Un point intéressant, évidemment, ce sont les images qui sont utilisées dans toutes ces campagnes de récolte de fonds. On va voir apparaître une image qui est présente et utilisée en ce moment dans une campagne de l'UNICEF. Le genre d'image qu'on voit bien sûr beaucoup, puisqu'il y a cette famine qui frappe fortement l'Afrique de l'Est. Ce qui est intéressant, c'est que les images de ces enfants squelettiques qu'on a beaucoup vues pendant des années, aujourd'hui, elles sont à peu près absentes. Comment ça s'explique ? Alors, pour 2 raisons. D'une part, parce que du côté du public, il y a une certaine fatigue qui s'est instaurée. On appelle ça la fatigue compassionnelle, avec des images assez dures qui focalisent justement souvent sur la souffrance extrême. On a d'ailleurs appelé ça, depuis un certain nombre d'années, on appelle ça la pornographie de la souffrance ou la pornographie de la pauvreté, parce que ces images sont obscènes. Souvent, elles se focalisent vraiment sur la nudité, sur la personne sans rien autour d'elle. Donc, il y a quelque chose d'obscène. Et puis aussi de très paternaliste dans ce type d'image. Et en parallèle, les organisations se sont dotées maintenant de codes éthiques beaucoup plus sévères qui permettent justement d'assurer une certaine redevabilité justement vis-à-vis des personnes qui sont mises dans ces photographies et qui sont aussi aujourd'hui capables de pouvoir donner des critiques à travers les réseaux sociaux qui ont accentué ce phénomène de critique vis-à-vis ce type de représentation qui sont vraiment basées sur le voyeurisme. Donc une nécessité de s'adapter, de trouver d'autres stratégies visuelles qui sont beaucoup plus centré autour de la dignité des personnes représentées. Dans un tout autre registre, une affiche qu'on voit beaucoup en ce moment, c'est cette image de Médecins sans frontières avec ces migrants sur ce bateau. Dans quel rôle, là, dans le fond, est-ce qu'on est en train de mettre le donateur potentiel ? Alors, c'est une forme de... On veut apparaître comme un sauveur, mais symboliquement, puisqu'on ne peut pas le faire physiquement, on n'a pas forcément la capacité d'agir localement. Donc, en fait, on délègue cette responsabilité à une organisation. Donc, c'est une forme, on appelle ça une relation transactionnelle, justement, qui est basée à la fois sur une transaction financière et morale. Je soutiens financièrement, donc je fais un don, et ça permet, en contrepartie, d'avoir une gratification morale, soi-même, en tant que donateur, le contre-don. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui motive énormément de personnes à donner, bien plus que la compassion ou éventuellement des motifs religieux. Mais la culpabilité, donc d'un mot, le ressort, c'est un peu la culpabilité. C'est ça, c'est la culpabilité dans le sens qu'on se sent finalement relativement bien, on a une sorte de gratitude pour être dans son bien-être, on est en sécurité, on va pas trop mal, on n'est pas trop dans le besoin. Donc pour compenser cette sorte de privilège, on donne en retour. Merci beaucoup pour toutes ces explications, Valérie Gorin. Très bonne soirée à vous. Merci, bonne soirée.
Et quels qu'en soient les motifs, la générosité des Suisses s'exprime aussi en cas de catastrophe ici, dans le pays. En 2019, les inondations du Val-de-Rue ont suscité un élan de solidarité. Alors comment s'organise l'acheminement de l'argent? On prend son souffle et on plonge dans les chiffres. Juin 2019, un vendredi soir, le Val-de-Rue, dans le canton de Neuchâtel, vit une des pires catastrophes de son histoire. L'orage violent qui s'est abattu hier soir dans la région va laisser des traces. 4 personnes ont été blessées, dont une grièvement. Inondations, voitures emportées, les dégâts sont impressionnants. Ce soir, certaines familles ont tout perdu. À Dombresson, Sylvie et Hubert Chèvre, accompagnés de leur voisin Éric Bindy, se souviennent. Puis là, justement, alors... Là, c'est l'apocalypse. Ouais, c'est que l'eau, elle est montée tellement vite que les meubles, ils ont flotté carrément. Il n'y a plus rien debout. Hein. Ce 21 juin, chef, vous étiez... Votre mari n'était pas là. Non, mais... il avait une fête avec son entreprise, la Fondation des Perce-Neige, sur le thème de l'apocalypse. Ça ne s'invente pas. Et vous étiez Moi, ici j'étais là, à la maison. Je faisais un peu de repassage devant la télé. Il faisait nuit, donc on ne voyait pas bien, mais il y avait un petit camion d'enfants en plastique qui flottait à 1 mètre du sol. Mais très rapidement, j'ai vu que l'eau montait. J'étais un peu comme si la maison était une île, mais qui se faisait envahir. Dans ma maison, j'avais des locataires. C'est eux qui m'ont averti à 11h le soir que la maison prenait l'eau. Et puis, moi, je pensais que c'était un petit peu d'eau, quoi. Alors, je lui ai dit qu'il pouvait prendre l'aspirateur à eau, puis qu'il se débrouille, que j'étais pas sur place. Mais quand il m'a dit que mon jacuzzi qui flottait dans le jardin, d'abord, je lui ai dit, non, mais écoute, à 11h le soir, il faut cesser la plaisanterie, quoi. On a exactement la vue d'ici, où on est assis maintenant, et puis on a cette vue-là, on voit le niveau de l'eau là-bas. Et puis on voit qu'une heure après, c'est descendu de plus de la moitié déjà. On a pratiquement tout perdu. Voilà, donc les dégâts, ils sont presque totaux. Dans la maison, ça représente à peu près le 80%. La catastrophe a coûté 13 millions de francs aux assurances, mais cela ne couvrait pas tous les dégâts. Nous, on n'était pas du tout assurés pour les extérieurs, par exemple. Donc tout ce qui concernait les barrières, le jardin, tout ça, ça coûte assez cher, tout ça. Mais là, on n'était pas du tout couvert. Et puis, ce qu'il y a eu, c'est par exemple, quand on a refait l'électricité, tout ce qui n'était pas aux normes 2019. Donc, c'est tout nous qui avons payé. C'est tout des frais collatéraux qui nous ont amenés jusqu'à 65 000 francs pour nous. À Villiers, à côté du ruisseau qui s'est transformé en torrent, on trouve la maison de Sylvia et Luigi Bianchi. Monsieur Bianchi, vous aviez mesuré le niveau d'eau? Oui. Ça rentrait par la fenêtre. Donc, c'est un peu juste, quoi. Moi, j'étais en haut. Puis moi aussi. Je regardais par là, j'allais fermer les volets, puis tout d'un coup, je vois une voiture qui passe toute. Je me dis, est-ce que t'es gaga ou bien tu vois mal? Il n'y avait personne dedans. Après, une deuxième, une troisième. Puis ça montait. L'eau, elle était brune, comme ces croissants. Il n'y avait plus rien. Même le congélateur qui s'était envolé. Oh, machine à laver, machine à sécher. Tout y a passé. Tout dans la benne. Tout ce qui était ici en bas. Ouais. Mais même le congélateur, il a foutu le camp. Ah oui. Puis on a refait tout le chauffage. Le chauffage était tout neuf parce que, bon, il avait 25 ans. L'assurance, elle a payé la moitié, et puis moi, j'ai payé l'autre moitié. Presque 15 000 francs. Avec les radiateurs, j'arrive à 20 presque. Voilà. Les Bianchi ont reçu une petite aide, 480 francs du fonds suisse. Pour le reste, leurs économies y ont passé. La catastrophe a mis des centaines de ménages en détresse. Hors assurance, les coûts restants se chiffrent en centaines de milliers de francs. Les sinistrés de Dombresson et Villiers ont besoin d'aide. L'émotion mobilise plusieurs organisations. On a reçu de l'aide d'un fonds citoyen qui s'est créé tout de suite, Inondation, qui nous ont versé pour couvrir nos franchises d'assurance. Pour nous, ça correspondait à 900 francs. Ensuite, on a reçu le fonds d'aide en cas de catastrophe pour les extérieurs,
ça a payé 4 500 francs. Et puis de la commune, on a reçu dernièrement, cette année, 1 450 francs. Voilà. Ici, Les chèvres ont donc reçu une aide de 6 850 francs, environ 10% de ce que la catastrophe leur a coûté. Pour faire l'inventaire des coûts restants et des besoins d'aide, la commune a nommé une commission qui regroupait des délégués de toutes les organisations impliquées par des dons. Les séances d'information de la commission ont été très suivies par la population. Nous prendrons à notre charge la remise en état des infrastructures extérieures qui servent directement au bâtiment. Les assurances ont effectivement été assez rapides pour faire les évaluations. Donc ça veut dire qu'on a les CAP, l'organisation cantonale d'assurance qui était sur place tout le temps. Et puis on a toutes les autres assurances, des assurances ménage, assurances auto, qui ont aussi dressé des tentes pratiquement sur place ou à proximité pour recevoir les sinistrés puis pouvoir prendre note de ce qu'il fallait faire. Quant à la commission, elle attendait des informations de ces assurances de façon ensuite à pouvoir savoir quels étaient les coûts restants non pris en charge par les dites assurances. Alors, une fois qu'on avait ces fameux coûts restants, il fallait établir des critères qui permettent d'être le plus juste possible. Alors, je dirais que ce qui est difficile, c'est de faire comprendre aux gens que leur voiture, une fois qu'elle a été prise en considération par l'assurance et puis qu'ils ont reçu une prestation qui ne vaut évidemment pas suffisamment pour acheter un véhicule neuf, ils acceptent qu'il y ait une perte quand même sur leur véhicule. Les dons collectés par plusieurs organisations ont atteint 600 000 francs. L'ECAP a notamment offert 100 000 francs. RTN, la radio neuchâteloise, a réuni des dons pour plus de 100 000 francs qu'elle a remis à la chaîne du Bonheur. Et la chaîne du Bonheur a puisé dans son fonds permanent d'aide en cas de catastrophe pour compléter sa contribution. Nous avons contribué à un total de 73 000 francs pour les 30 dossiers de particuliers, donc pour 30 familles ou individus qui étaient lésés. Et nous avons aidé la commune avec 300 000 francs pour les coûts qui restaient à la commune après tous les aides qu'ils ont reçues d'autres sources. C'est pas une commune qui a beaucoup de moyens, et puis elle s'est vue avec pas mal de coûts. Et on a décidé de l'aider pour qu'elle puisse en sortir. Pour les particuliers, la chaîne du Bonheur a appliqué ses critères pour attribuer des soutiens financiers. Par exemple, elle n'intervient pas auprès des ménages qui affichent plus de 80 000 francs de revenus imposables. C'est juste. On estime qu'on veut concentrer, on veut réserver notre soutien aux familles qui en ont vraiment besoin, qui autrement sont en grande difficulté. Et donc on a instauré cette limite de revenus imposables. Pour sa part, la commission avait encore 148 000 francs à répartir. Il y a eu à peu près 600 000 francs de donnés. Mais les 148 000 francs, il fallait qu'on se mette tous ensemble pour arriver à cette répartition fine. Le reste était fait était fait selon des critères parfaitement précis des associations. C'est eux qui versaient et qui versaient aux sinistrés. Mais le tout, c'était de coordonner pour pas qu'il y ait des gens qui reçus 2 ou 3 fois, j'exagère un peu, et puis d'autres qui seraient restés coincés en 2 portes avec rien du tout. Aujourd'hui, maisons et routes ont été pour la plupart remises en état. Reste cette sourde inquiétude chaque fois que le ciel se montre menaçant. Et le plaisir maintenant d'accueillir Tasha Romley. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable de l'aide humanitaire à la chaîne du Bonheur. Alors, on vient de voir la difficulté, la complexité d'acheminer l'argent au bon endroit. Comment est-ce que ça se passe à l'international? Si on prend le cas de l'Ukraine, vous avez récolté plus de 127 millions de francs de dons, c'est considérable. Comment est-ce que vous choisissez les organisations auxquelles vous allez donner de l'argent? Alors, à la chaîne du Bonheur, nous avons un système préétabli. Nous avons un groupe de 25 ONG suisses qui sont vraiment les grandes ONG qui ont la capacité de se déployer dans divers contextes. Et nous travaillons avec elles depuis des années, et pour certaines depuis des décennies. Par exemple, la Croix-Rouge, Caritas, MSF, Helvetas. Fait vraiment les très grosses organisations d'urgence. Ensuite, on a des plus petites aussi qui sont spécialisées sur l'aide à l'enfance, par exemple. Mais c'est vraiment avec ces ONG qui ont cette capacité de se déployer demain sur un tremblement
tremblements de terre, par exemple, ou en Ukraine sur la guerre, que nous travaillons essentiellement. Alors ça, c'est le choix des partenaires. Il y a aussi le choix du type de projet, du type d'action. Là, comment est-ce que ça se passe? Alors, en général, nous travaillons en phase. Au début, par exemple, si nous prenons l'Ukraine, nous sommes vraiment allés sur la phase d'urgence. Et puis, dans les premières semaines, si vous vous souvenez, c'était totalement imprévisible. L'armée russe avançait, personne ne savait si Kiev tomberait, oui ou non. Donc, les projets humanitaires que nous avons financés étaient de plus petite ampleur, jusqu'à 300 000 francs. Et c'était dans le but d'aider les réfugiés qui étaient sur la Pologne, la Roumanie, ou aussi les déplacés internes qui étaient dans l'ouest du pays, pour les aider à s'installer, les nourrir, leur trouver des abris, etc. Ce qui est intéressant, c'est que dans un deuxième temps, vous avez apporté un soutien sous forme d'argent liquide à plusieurs personnes nécessiteuses en Ukraine. Pourquoi faire ce choix quand on sait la difficulté de suivre et de surveiller l'utilisation de cet argent? Alors c'est vraiment l'évolution du secteur humanitaire depuis une dizaine d'années. Autrefois, l'humanitaire, si on se souvient, c'était d'amener des cartons avec de la nourriture à l'intérieur. Il y avait quand même une petite approche, on remarque avec le recul, c'est un petit peu paternaliste de décider pour les gens de quoi ont-ils besoin principalement. Dans un pays comme l'Ukraine, où il y a quand même les marchés qui fonctionnent encore, les magasins sont approvisionnés, nous préférons donner en fait des petits montants. Il s'agit de 70 francs par personne dans une famille. Nous essayons d'identifier les plus précaires et ces personnes-là vont recevoir ce petit montant d'argent pendant 3 ou 6 mois et ça va leur permettre de décider est-ce qu'elles veulent acheter de la nourriture, est-ce qu'elles veulent acheter des médicaments, payer le loyer, etc. Le contrôle du fait que l'argent arrive au bon endroit, comment est-ce que vous l'effectuez? Alors, c'est la responsabilité des ONG partenaires de la chaîne du bonheur et pour elles, c'est une énorme préoccupation parce qu'on sait très bien que s'il y a un seul cas de corruption, par exemple, ou de détournement de l'aide, ça aura des effets dévastateurs sur la confiance du grand public. Donc, déjà, nous, de notre côté, nous donnons les financements aux ONG par tranche. Nous donnons seulement 50% du budget au début du projet et ensuite, ils doivent nous faire des rapports au milieu du projet et à la fin. Et après chaque rapport, si les choses sont bien allées, nous faisons les prochains versements. Et bien sûr, si quelque chose va mal, nous pouvons interrompre les versements. Mais ça, c'est déjà produit? C'est très, très rare. Moi, sur les 3 années où je suis là, nous n'avons jamais retiré nos versements. Mais c'est quand même une sorte d'épée de Damoclès au-dessus des ONG. Je pense que c'est bien parce que tout le monde veut que les choses se passent bien. Ensuite, sur place, une chose qui s'est développée sur ces dernières années qui n'existait pas avant, c'est des numéros verts, des hotlines de toutes les ONG où en fait les personnes peuvent signifier s'il y a des abus parce qu'on sait qu'il y en a eu. Il y a eu des cas d'abus sexuels dans les ONG. Enfin, c'est quelque chose qui s'est passé, hélas, dans le secteur humanitaire depuis les décennies que ça existe. Et donc maintenant, les personnes qui sont aidées, qui reçoivent de l'aide, peuvent téléphoner pour notifier si l'argent était détourné, quelqu'un qui l'a pris et elle ne devait pas, ou s'il y a eu des abus par les employés d'ONG. Donc la mise en place d'un système, effectivement, pour rapporter d'éventuels problèmes qui seraient constatés. D'un mot encore, 127 millions de francs, évidemment, c'est énorme. Ça a été récolté dans l'urgence. Est-ce que cet argent, aujourd'hui, il est entièrement dépensé déjà? Non, actuellement, on est à peu près à 40 millions. C'est énorme si on considère que nous sommes en décembre, que la guerre a commencé au mois de février. Nous n'avons pas pour mot d'ordre de dépenser tout de suite. On voit bien qu'il y a quand même un effet de mode dans le sens où l'Ukraine a été très présente dans les médias. Il y a eu une solidarité incomparable avec d'autres conflits. Et nous savons aussi que cette solidarité, elle va s'amoindrir avec le temps. Et nous voulons aussi être là sur le long terme, le jour où peut-être on peut faire de la reconstruction. Donc, nous pensons travailler pendant quelques années avec ces fonds récoltés. Merci beaucoup, Tascha Rumley, pour vos explications. Très bonne soirée à vous. Merci. Et pour ponctuer ces réflexions sur le don, un peu d'humour, toujours grinçant, avec notre chroniqueur, Benjamin Descoster. Les dons, c'est comme la tisane. On dort mieux après. Oui, parce qu'il faut se l'avouer tout de suite, on donne aux autres, mais c'est avant tout pour soi. Non, puis alors pendant les fêtes de fin d'année, le business de la bonne conscience tourne à plein régime. Moi, je donne pas à Noël, parce que je fais déjà don de mes blagues toute l'année, compte de l'argent. Mais parce qu'offrir un sourire, c'est le plus beau des cadeaux. Oui, enfin paradoxalement, si à Noël, t'as que des sourires à offrir, tout le monde te tire la gueule. Ce que les gens veulent, c'est que vous donniez de la thune. Dans la rue, il y a les fameux dialogueurs. Enfin, fameux. Moi, je croyais que ça s'appelait les casse-coups. Tu sais, c'est ceux qui te demandent si t'as pas 2 minutes pour les ours polaires, la banquise, les glaciers, les chats. Évidemment, c'est pas eux qui choisissent la cause, c'est l'ONG qui les paye, mais ça leur tient vraiment à cœur. J'ai remarqué, c'est souvent pour les enfants. Ah, les gosses, y a pas d'entre-deux, Ça attire soit les gens bien, soit les dégueulasses. Non, puis les dialogueurs, ils sont payés au don. L'autre jour, j'en ai croisé un, puis juste après, j'ai croisé quelqu'un qui faisait la manche, et c'est là que je me suis rendu compte que c'est un peu le même principe. Sauf que dans un des cas, t'as un joli kawaii. On n'a pas le même maillot, mais on a la même passion.
Et on est même sollicité dans nos boîtes aux lettres. Hein, tu sais, on t'envoie un cadeau avec un bulletin de versement. Mais le cadeau en plus, il est naze. T'offrir un truc nul que t'as pas demandé, normalement c'est ta tante qui s'en charge à Noël. On sent qu'ils veulent se débarrasser de leur calendrier pourri ou de leur carte kitsch. Sinon, pourquoi ils prendraient le risque de les envoyer gratuitement? Et en plus, c'est à toi d'évaluer le prix que ça vaut. Et tu peux quand même pas leur virer 17 centimes. Et bien sûr, il y a la traditionnelle action de la RTS de fin d'année, cœur à cœur. 9 heures de direct pendant 7 jours, c'est un peu le BFM TV de la charité. Hein. On sent qu'au bout d'un moment, il faut meubler. Cette année, c'est pour le droit à l'enfance. Bientôt, la cause perdue qu'il va falloir sauver, c'est la redevance. Hein. Alors tout ça, c'est nécessaire pour que les gens donnent. Enfin ça, et que ce soit déductible des impôts. Non, parce que ça demande des ressources. Hein, sur 100 francs que vous donnez à une association, il y a 20 francs qui sont utilisés pour récolter et gérer les dons. Et 80 francs qui vont dans les projets. Alors moi, pour être plus efficace, je donne 80 balles direct. Et ouais, il y en a là-dedans, hein. On rigole, mais il ne faut pas être cynique. Il y a des causes importantes et d'ailleurs, je suis très très fier de vous annoncer que l'intégralité des bénéfices de cette vidéo sera reversée à l'association Un Magnifique Noël pour Benjamin Descoster. Hein, et puis 100% de l'argent va dans des projets comme aller manger au restaurant. Allez, un joyeux Noël à vous et à bientôt. Et de la générosité, on passe à l'absurdité. Tout au long de l'année, vous nous avez signalé les aberrations que vous avez rencontrées dans vos vies de consommateurs. Ce soir, nous allons désigner le vainqueur de ce concours de l'absurde. C'est la finale de C'est ballot. Oh, c'est ballot. Ah, c'est ballot. Ah, c'est ballot. Bonsoir Malik Melli. Bonsoir Linda. Alors, quel est le produit qui a obtenu le plus de votes de nos téléspectateurs? Eh bien, le produit qui a obtenu le plus de votes, c'est ce saumon fumé, mais sans saumon fumé. C'est pour les végétariens, les véganes. En fait, on a remplacé le saumon par des carottes. Alors, la recette est archi simple. Hein. C'est des carottes, de l'huile, du vinaigre et du sel. Le truc, c'est qu'il y en a 130 grammes et ça coûte 8 francs 95. C'est-à-dire c'est même 5 centimes plus cher que lorsqu'on en avait parlé au mois de mai. 130 grammes, 8 francs 95, ça met le kilo de carottes à 68 francs 80. Donc, ok, c'est pour les végétariens et les véganes, mais c'est surtout pour ceux qui ont les moyens. Ouais, puis c'est une sorte peut-être même de record mondial du prix du kilo de carottes. Ouais. Ça donc, c'est notre champion en Suisse romande, mais ça ne s'arrête pas là. Non, parce que cette année, Linda, c'est un peu comme les primaires aux États-Unis. Hein. Après l'élection locale, on aura le niveau national. Nos deux émissions sœurs, Kassensturz en Suisse allemande et Paticari au Tessin, ont chacune une rubrique où ils essayent de pointer aussi les absurdités du monde de la consommation. Alors, par exemple, nos amis tessinois, ils ont désigné ce produit comme étant le vainqueur. C'est un pain vendu à la COP. Est-ce que vous arrivez à lire ce qu'il y a dessus? Bah oui, c'est écrit four à bois. Donc voilà, on imagine comme ça un four type four à pizza avec du bois et des flammes et tout ça. Tout à fait, surtout avec le petit dessin du pain amené avec une petite spatule comme ça. Le problème, c'est qu'en réalité, ce pain est cuit dans un four tout à fait normal, un four industriel. Il est chauffé depuis l'extérieur et même pas avec des bûches de bois, mais avec des pellets. Donc, lorsqu'on écrit cuit au four à bois, les distributeurs jouent quand même pas mal sur les mots. Ouais, sur les mots et puis effectivement sur le visuel aussi. Et puis, il nous reste le produit qui a été élu par SRF en Suisse alémanique. On va parler téléspectateurs de SRF. Voilà. Alors, c'est une boisson de la chaîne de magasins Folg. C'est une boisson vitaminée, active, aux fruits du dragon. C'est écrit sur l'étiquette. Ouais, donc le fruit du dragon, c'est donc ce magnifique fruit rose à l'extérieur, blanc à l'intérieur et qui est surtout riche en vitamines et en plein d'autres bonnes choses. Voilà. Le hic, c'est que vous avez beau, vous pouvez tourner l'étiquette dans tous les sens, il n'y a pas une molécule de fruit du dragon là-dedans. Vous avez de l'eau, du jus d'orange, du jus de pomme, il y a plein d'autres choses. Il y a même du radis, de la cerise, de la patate douce, du distillat de ginseng, mais de fruits du dragon, niet, rien du tout. Alors en fait, bon, c'est écrit ici en tout petit, hein, boisson à la saveur d'orange et de fruits du dragon. Donc la saveur, elle y est peut-être, mais le fruit, on l'a jamais vu. Ouais, donc là, encore une fois, on nous prend pour des pigeons. Il va falloir maintenant départager ces trois produits. Voilà, le vote est lancé, le vote national. Hein, on va voter dans les 3 régions. Et puis au mois de janvier, on connaîtra le vainqueur national, c'est-à-dire le C'est ballot, le plus ballot de toute la Suisse. Et ce vote, donc, eh bien, il est ouvert sur notre site abe.ch et sur notre page Facebook. Et puis, vous y trouverez aussi les réactions des entreprises épinglées. Merci beaucoup, Malik, et très bonne soirée à vous. Bonne soirée.
Et pour terminer cette émission, les promesses non tenues des crypto-monnaies. Alors vous avez peut-être déjà croisé sur les réseaux sociaux ces publicités qui vous font miroiter la fortune en quelques clics. Notre collègue Charles Reinman s'est laissé tenter. Spoiler, il n'est pas devenu riche et ce n'est pas seulement parce que le marché des cryptos va mal. J'ai envie de me faire de l'argent, mais j'ai la flemme de travailler. Alors je vais faire travailler mon argent à ma place. Celui stocké sur mon compte épargne ne me rapporte vraiment rien. Avec ses taux d'intérêt à 0%, c'est infime, minable. Les crypto-monnaies, en vérité, j'y connais rien. Mais la plus connue, c'est le Bitcoin. Et paraît qu'on peut se faire un max de thunes avec ça. Alors voilà, j'ai trouvé un site internet, Bank Invest Fund. Il me propose d'investir pour l'avenir dans une plateforme stable et gagner de l'argent rapidement. Beau ça, easy money. Alors ils ont des formules, des retours de 10, 15, 25% sur investissement. Un de leurs clients, Jeff, basé à Perth, Paris peut-être, a gagné 25 000 € en 2 semaines. 25 000 € en 2 semaines, ça me paraît énorme, peut-être un peu trop beau, trop gros. Il y a anguille sous roche. Qui sont ces gens? Qui sont ces gens? Eh bien, wow, les photos, ils ont vraiment des têtes trop clichés. Alors, on va faire un petit clic droit, recherche image avec Google Lens. Eh bien, ces photos proviennent d'une banque d'images gratuite sur Internet. Le PDG, il est là. Le directeur technique, il est là aussi. Et la responsable marketing, elle est là. Bon. Où est-ce qu'ils sont basés? Ils sont basés à Paris, 16 rue de Rivoli. Alors on va aller dans Google Maps. Et ben, alors moi je vois un café à côté, mais pas de banque. Pourtant si c'est une banque, tu t'attends quand même à avoir un logo, une plaque. Là ils sont vraiment très discrets, plus discrets qu'un banquier suisse. En plus, ça ressemble pas du tout à leur photo de profil Facebook. Le seul numéro de téléphone pour les joindre, c'est un numéro de portable. C'est un petit peu léger, mais je vais les appeler. Ça sonne. Ça sonne encore. Ça sonne toujours. Bonjour, le numéro que vous essayez de joindre n'est pas disponible pour le moment. Veuillez laisser un message après le signal sonore. Bah, ils sont pas pressés de recevoir mes investissements, ça on peut le dire. Hein. On va regarder depuis quand le site internet existe. Eh ben, c'est 31 mai 2022, alors que j'ai un témoignage sur leur site d'un monsieur basé aux États-Unis qui remercie cette plateforme d'être là depuis 2006. Bref, ça me paraît pas ok, il y a trop de trucs qui jouent pas. Moi qui pensais me la couler douce, j'ai peut-être failli couler à pic. Tout ça pour dire que faire travailler son argent, ça demande des vérifications, des recherches, bref, c'est du boulot.